Bienvenue, bonjour et bienvenue à la conférence scientifique. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Jacinthe Dupuis, agente de planification, programmation et de recherche dédiée au volet de transfert de connaissances pour la direction de l'enseignement universitaire et de la recherche au CIS de Laval. Quelques petits mots techniques avant de commencer. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser l'espace de questions-réponses, l'espace de discussion, conversation là, en bas ou encore lever la main. La période de questions elle est prévue à la fin, après la présentation. Les questions vont être prises à ce moment-là, puis je vais donner les permissions de parler à ceux qui auront levé la main. Aussi, notez que la conférence d'aujourd'hui est enregistrée et sera mise en ligne là, au courant de la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, on reçoit deux présentatrices. Donc, nous avons d'abord Dr. Géraldine Layani, qui est médecin de famille au GMFU Notre-Dame à Montréal, mais également professeure adjointe clinique, au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de l'Université de Montréal et chercheure régulière au CRCHUM, ainsi que Brigitte Vachon, qui est ergothérapeute de formation, professeure agrégée au département de réadaptation de l'Université de Montréal et chercheure régulière au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Elles sont aussi toutes les deux chercheurs au pôle sur les transformations des pratiques cliniques et organisationnelles ici au CIS de Laval. Et aujourd'hui, elles viennent nous présenter le projet Soins diabète qui avait commencé avant la pandémie et son adaptation post-pandémique, justement. Donc, mesdames, je vous laisse la parole, puis on se reparle un petit peu plus tard. Merci beaucoup pour cette introduction, Jacinthe, puis merci à tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour nous écouter. Donc, Brigitte et moi, on va vous parler du projet Soins diabète, qui est un projet qui a été financé en 2019 par le ministère de la Santé, le Fonds de recherche Santé Québec et l'unité soutien système de santé apprenant pour pouvoir implanter et évaluer une trajectoire de soins et services pour les personnes diabétiques de type 2 en première ligne sur le territoire de Laval. Puis aujourd'hui, la présentation en fait, va porter sur tout l'aspect de l'adaptation qu'on a eu avec la pandémie et vous parler du processus de mise en œuvre de notre trajectoire. Donc, tout d'abord, pour commencer, je voulais vous présenter tous les membres de notre équipe de projet. Arnaud Duhaut et Brigitte Vachon sont les deux co-chercheurs principaux de ce projet. Et moi-même, je suis la porteuse responsable clinicienne de ce projet. Puis, on est une équipe donc, de 3 co-responsables dans le cadre de cette trajectoire soins diabète. Le projet est soutenu aussi par Claire Gossin et Mégane Pierre, qui sont nos 2 coordonnatrices de projet, qui nous ont rejoints récemment dans l'équipe en mai dernier. Et donc, vous voyez à l'écran tout l'ensemble des co-chercheurs de ce projet qui ont des expertises diverses, qui viennent donc nous soutenir dans les différents aspects plus théoriques, notamment initialement de la conception de cette trajectoire de soins et services. Donc, les objectifs de la présentation sont en fait les suivants. C'est qu'à la fin de cette présentation, on espère vous avoir au moins présenté notre trajectoire de soins et services, puis avoir pu vous expliquer ce en quoi ça consistait pour les personnes diabétiques de type 2 sur le territoire de Laval, vous décrire le processus d'implantation qu'on a eu notamment avec l'adaptation qu'il y a eu avant la pandémie, après la pandémie, donc vous expliquer comment cette complexité est venue finalement aussi amener différents changements, puis aussi différents aspects positifs pour pouvoir adapter cette trajectoire et vous décrire donc le processus d'implantation qu'on a eu depuis le début de notre projet jusqu'à présent. Donc, on va commencer avec une première partie sur la trajectoire de soins et services, différents aspects théoriques et les différents concepts qui ont été adaptés pour le diabète pour pouvoir conceptualiser la trajectoire soins diabète, donc adaptée pour les personnes diabétiques de type 2. Donc, soins diabète, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord un modèle d'organisation des soins et services par trajectoire, innovant pour le suivi des personnes diabétiques de type 2, puis notamment la pensée dans un contexte de personnes qui vivent avec des maladies chroniques. Et le diabète donc, a été la première cible pour la première phase d'implantation et d'utilisation de ce modèle qu'on a conçu, donc Brigitte et moi, en 2019. Qui est-ce que ça concerne? C'est une équipe de projet intersectorielle qui conçoit, en tous les cas, qui co-construit ce projet. C'est une équipe qui est composée, donc, comme je mentionnais, de co-chercheurs principaux, l'utilisatrice principale des connaissances qui est moi-même, plusieurs co-chercheurs que vous avez vus donc, précédemment,
des patientes partenaires, les coordinatrices de projet. On a aussi une directrice générale d'un organisme communautaire, Sylvie Poirier, de Diabète Laval, une organisatrice communautaire, Cynthia Brunet, qui est avec nous aussi partenaire de ce projet. Et c'est aussi des professionnels et des gestionnaires du CIS de Laval, notamment au niveau des 2 GMFU, le GMFU Marigot et le GMFU Laval, et au niveau des directions des services professionnels, direction des sciences infirmiers, et plus récemment, en tous les cas, la direction de la santé publique serait aussi des partenaires qu'on espère pouvoir avoir à notre table pour pouvoir contribuer aussi à cette approche. Comment ce projet a été co-construit selon une approche de recherche-action participative avec l'ensemble des collaborateurs du projet Soins pour pouvoir documenter l'implantation progressive du programme Soins Diabète selon une approche en partenariat intersectoriel au CIS de Laval. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai trouvé ça intéressant de vous amener en fait cette image-là avec l'idée d'un bateau. On est tous plus ou moins à niveau. Les collaborateurs se sont rajoutés au fur et à mesure de ce projet qui est encore en co-construction, puis qui réunit donc de nombreux partenaires, tant au niveau du système de santé qu'au niveau du milieu communautaire, qu'au niveau de nos patients, pour pouvoir contribuer à la mise en œuvre de notre trajectoire soins diabète. Donc, on voulait juste, en début de présentation, vous rappeler qu'est-ce que c'est qu'une trajectoire de soins. Donc, en fait, le développement d'une trajectoire, c'est vraiment le développement d'un outil qui nous permet justement là, de rassembler les meilleures recommandations qui proviennent des guides de pratique clinique, des meilleures pratiques, donc, et qui vont aider justement les milieux de santé et de services, mais aussi vous allez voir qu'on a intégré justement la communauté à travailler en collaboration. Donc, en fait, d'avoir un plan de soins multidisciplinaire qui va être structuré, donc qui va nous assurer que la personne puisse avoir accès aux soins et services dont elle a besoin au bon moment, qui détaille justement les étapes de ces processus-là, puis qui vise justement à organiser les soins et services pour la population. Géraldine, je ne vois plus le PowerPoint. Oups. Là, je le vois, par exemple. Est-ce que c'est correct au niveau de... Bon, on voit l'autre côté, on voit on le voit pas paraître. Tu te mets en mode présentation. Je suis désolée. C'est une erreur de manipulation de ma part. Veux-tu que je prenne le relais, Géraldine? Oui, tu peux. Vas-y. On va le mauvais côté. Attendez. Petit problème technique, on s'excuse aux participants. C'est pas... je vais juste le refaire. Brigitte, est-ce que tu veux continuer le temps qu'on se dépatouille? Non, mais je vais y aller, Jacinthe. Attends, OK, tu l'as? OK. Je vais le remettre. Non, mais c'est bon. Donc, on vous a présenté ce qui était une trajectoire de soins. Puis, en fait, ce qu'on voulait vous partager aussi, c'est que cette trajectoire-là, elle a été développée justement à partir des recommandations des lignes de directrice de Diabète Canada qui fait des recommandations pour améliorer l'organisation des soins et services aux personnes qui vivent avec le diabète. Et qu'en fait, on l'a aussi développé en connaissant, par notre connaissance du contexte des soins et services offerts au CIS Laval et que lorsqu'on a élaboré la trajectoire, on a fait une première validation auprès des gestionnaires, des patients et des professionnels pour s'assurer que ça représentait aussi bien leur réalité, la réalité actuelle des services, mais aussi la direction vers laquelle ils voulaient aller par rapport à l'offre de soins. On voulait aussi vous souligner que notre trajectoire de soins est basée sur le Chronic Care Model. Donc, le Chronic Care Model qui est vraiment une approche
de soins intégrés en maladie chronique où justement on veut amener une équipe de soins proactive à favoriser le développement des capacités d'autogestion de la personne, de sa maladie chronique et en étant intégré aussi au système plus large qui est la communauté, donc pour aider les personnes qui vivent avec une maladie chronique à mobiliser aussi les ressources qui sont disponibles dans leur environnement pour les soutenir tout au long de leur parcours de vie avec leur santé, leurs conditions de santé. Donc, 2 éléments centraux qu'on voulait implanter au sein de notre trajectoire, qui était la gestion de cas pour aider les personnes à bien naviguer au niveau du système de santé, puis à adopter des comportements d'autogestion et la collaboration avec la communauté. Donc, cela nous amène à vous présenter plus en détail, en fait, la trajectoire soins diabète à partir donc des aspects théoriques que Brigitte a pu nous présenter. Comme vous le voyez en bas, en fait, ce premier schéma était le schéma qui a été initialement financé dans le cadre du projet lorsqu'on a rédigé ce protocole avec les différentes données probantes et aussi les différentes connaissances qu'on avait à ce moment-là avec les milieux pratiques, en fait, collaborateurs de ce projet, notamment les 2 GMFU. Et donc, c'est une trajectoire, en fait, qui est basée sur 4 axes. Le premier axe, qui veut, en fait, intégrer la formation continue des professionnels et des patients partenaires dans le cadre de ce projet. Le deuxième axe qui, lui, vise à intégrer toute la partie éducation et soutien à l'autogestion de la personne qui vit avec le diabète. Le troisième axe qui vise à intégrer tout le parcours de soins intégré et personnalisé de la personne diabétique. Et le quatrième axe qui vise à intégrer l'ensemble des mécanismes d'amélioration continue pour pouvoir avoir un modèle d'évaluation intégré, puis permettre à cette trajectoire qu'elle puisse s'améliorer avec l'ensemble des données probantes qui sont intégrées. Donc, comme vous voyez, ces 4 axes-là sont centrés sur la personne que vous voyez au milieu de cette trajectoire, mais au cours de l'implantation de ce projet-là, on a eu comme remarque de nous nommer que c'était une vision très linéaire qui ressemble finalement aux trajectoires plus traditionnelles qu'on voit notamment en pensant aux trajectoires plus ciblées sur la maladie. On voulait vraiment revenir sur une vision intégrée de la personne avec un modèle systémique. Donc, la pandémie nous a permis notamment de prendre ce temps d'arrêt pour pouvoir repenser la manière dont on souhaitait intégrer l'ensemble de cette trajectoire. Et donc, le modèle ici qu'on vous partage est le modèle actuel de la vision de la trajectoire soins diabète, qui est une trajectoire centrée sur les besoins de la personne avec son proche aidant. Le modèle en fait, de gestion de cas ici est représenté par l'infirmière clinicienne qui vient en soutien à la personne diabétique pour aider cette personne à s'orienter dans son parcours de soins. Et donc, ce modèle-là se veut comme une boussole qui vise à soutenir la personne diabétique tout au long de son parcours, où vous voyez notamment en bleu l'ensemble des professionnels qui sont intégrés dans les soins de première ligne, notamment les GMF et les GMFU. En orange, c'est l'ensemble des professionnels qui sont représentés par les soins spécialisés. En gris, on a représenté l'ensemble des professionnels du programme Cible Santé. Et en vert, ça se veut être tous les soins et services offerts par la communauté, notamment notre organisateur communautaire, en fait, partenaire qui est Soins Diabète, mais cela se voudrait aussi dans une suite à ouvrir à plus d'organisations communautaires pour le futur. Puis, on a aussi une réflexion d'intégrer aussi les pharmacies communautaires. Il y a une approche vraiment qui est centrée sur l'ensemble des services qu'on peut retrouver à l'extérieur du système de santé dans le cadre de ce carré vert qui est représenté ça par le bout complémentaire, puis qui vise soutenir l'ensemble des déterminants de la santé de la personne diabétique. En périphérie, vous avez 2 anneaux en gris qui sont représentés en fait par l'axe 1 et l'axe 4 qu'on a voulu en fait de manière circulaire puis de manière continue dans le cadre de l'implantation de cette trajectoire. Donc, l'ensemble du développement professionnel continu et tous les aspects de l'amélioration continue de la qualité sont représentés donc de manière plus large dans le cadre de ce modèle.
Là, simplement pour ceux qui seraient curieux, on a publié la description de cette trajectoire. Donc, vous pourrez éventuellement consulter en détail les différents axes précédemment décrits. Puis, donc là, vous voyez en plus gros donc, le modèle de cette trajectoire de soins et services que je vous nommais. Puis, plus précisément, Brigitte et moi allons vous parler aujourd'hui du modèle de gestion de cas, donc qui est intégré puis représenté par l'infirmière clinicienne et le parcours communautaire de la personne diabétique, qui sont les deux volets qui ont été priorisés dans le cadre de la pandémie, puis suite à la consultation de l'ensemble des partenaires, notamment parce qu'on a dû adapter l'ensemble de cette trajectoire à la réalité des milieux cliniques et aussi aux besoins des personnes diabétiques suite au contexte de la pandémie. Donc, je laisse Brigitte continuer pour la deuxième partie de notre présentation. Donc, au fond, le but initial vraiment de notre projet, puis qui est encore aussi notre objectif, c'était de documenter vraiment l'implantation progressive de notre trajectoire de soins. Donc, pour mieux comprendre aussi comment on devait l'adapter pour qu'elle soit bien, qu'elle puisse bien être implantée au niveau du CIS-Laval, mais aussi comprendre les conditions de succès, puis les facilitateurs et les obstacles qui allaient nous aider à être capable de la mettre en œuvre. Donc, on voulait favoriser l'implantation de la gestion de cas au cœur de cette trajectoire-là et de favoriser le partenariat avec la communauté. Donc, au fond, pour faire ça, on vous l'a mentionné, on a utilisé une approche de recherche-action participative. Donc, la recherche-action participative, c'est vraiment des cycles d'action, réflexion qui se répètent pour être capable d'implanter de façon progressive un changement dans le milieu avec nos partenaires. Et en fait, l'aspect recherche est lié au fait qu'on fait de la collecte de données pour bien comprendre, on analyse ces résultats-là et on les utilise justement pour mieux comprendre le processus de changement et l'ajuster. Par contre, on avait commencé notre projet et on avait justement fait des activités pour engager nos parties prenantes, légitimer notre projet, bien comprendre la situation actuelle d'implantation de notre trajectoire de soins, mais la COVID est arrivée et vous allez voir qu'on a dû faire des changements à notre stratégie d'implantation. Donc, au départ, au début de la pandémie, on a justement rencontré nos partenaires, on avait mis en place des conditions pour être capable de commencer un processus d'implantation qu'on voulait faire vraiment à petite échelle avec des cycles progressifs d'amélioration continue de la qualité. Donc, notre stratégie, ça avait été d'identifier 2 infirmières, une dans chaque GMFU, qui allait agir à titre de gestionnaire de cas, qui allait pré-tester notre intervention à petite échelle, puis qu'on allait peaufiner. Puis, elle travaillait avec 2 médecins dans chacune des cliniques qui s'étaient nommés volontaires pour leur patientèle, au fond, leurs clients, leurs patients qui vivaient avec le diabète, puis qu'on améliore de façon progressive notre modèle en comprenant les facilitateurs et les obstacles. Par contre, on a juste eu le temps de réaliser un cycle d'amélioration continue de la qualité avant la pandémie et on a dû arrêter en fait le processus de recrutement des patients et notre collaboration avec les infirmières. Donc, ce qui s'est passé, bien en fait, quand on est revenu de la pandémie puis que les milieux cliniques nous ont dit qu'on pourrait reprendre le projet, on s'est retrouvé un peu avec des équipes qui avaient été épuisées par le délestage, l'isolement de certains usagers, le manque de ressources professionnelles parce qu'il y avait des gens qui avaient quitté nos 2 GMFU. On devait retrouver de nouvelles infirmières pour former nos équipes. Il y avait eu des changements au niveau des gestionnaires qui n'étaient pas au courant de notre projet. Donc, avec un peu un changement au niveau des priorités. Donc, on a dû retourner à la case départ post-pandémie pour refaire des activités d'engagement des parties prenantes, puis remettre les gens au courant du projet pour être capable de s'adapter à leurs besoins.
Donc, ce qu'on voulait vous démontrer, au fond, dans la présentation d'aujourd'hui, c'est un peu la complexité aussi de mener un projet de recherche action participative dans un CIS et en collaboration avec la communauté. Donc, on a séparé en fait nos activités un peu en deux, où on a eu des activités qui ont porté plus sur l'implantation de la gestion de cas et Géraldine va vous présenter par la suite là, les activités qui ont porté sur le développement de notre trajectoire communautaire. Donc, au niveau de la gestion de cas, en fait, ce qu'on a fait, je vous parlais tantôt de cycle d'action-réflexion ou de réflexion-action. Donc, au fond, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie les principaux enjeux avec nos partenaires, on identifie des solutions qui pourraient être mises en œuvre pour cibler ces enjeux-là et en fait, on répète pour être capable de mettre en place progressivement notre changement. Donc, pour vous montrer au niveau de la gestion de cas, quand on est revenu post-pandémie, on avait une remise en question de la part là, de nos équipes de GMFU, de la pertinence puis de la capacité des infirmières à agir comme gestionnaires de cas au cœur de notre trajectoire, puis un questionnement sur le rôle de ce gestionnaire de cas-là puis ses implications cliniques. Donc, pour essayer de répondre à ces questionnements-là puis à ce défi-là, on a organisé une formation sur la gestion de cas de 3 fois 90 minutes où nos patients partenaires ont aussi participé avec les gestionnaires et les infirmières. Donc, ce qui en est résulté, c'est qu'on avait, à la suite de ces formations-là, vraiment au sein de nos équipes, une meilleure compréhension de ce qu'on s'attendait, de ce qu'on entendait par gestion de cas et une reconnaissance justement de cette approche-là pour aider nos usagers, nos patients à naviguer dans le système de santé puis à bien accéder aux soins et services dont ils avaient besoin. On a aussi reconnu l'importance d'uniformiser les outils de suivi d'enseignement pour la clientèle par les infirmières. Au niveau de notre deuxième cycle de changement, au fond, cette formation-là a permis aussi d'identifier qu'on avait une difficulté d'harmonisation du suivi conjoint médecin-infirmière, puis qu'on avait un manque d'outils de suivi systématique. Donc, à ce moment-là, on a développé avec nos infirmières, nos AACQ, un gabarit de notes pour aider justement à améliorer ce suivi conjoint-là. Puis, on a aussi identifié qu'au niveau du suivi conjoint avec les médecins, on pourrait mieux intégrer le protocole national de l'INES. Donc, on a commencé à ce moment-là des démarches pour identifier auprès des médecins les enjeux d'utilisation du protocole. Puis, on a implanté notre gabarit de notes qui est actuellement en cours d'évaluation puis qui pourra faire l'objet d'ajustements. Au niveau de notre troisième cycle de changement qui est actuellement en cours, là, on va se pencher vraiment sur nos enjeux de collaboration interprofessionnelle dans l'équipe GMF et aussi sur des enjeux de collaboration avec les autres services du CIS. Puis enfin, on voulait vous nommer que nos patients partenaires sont très engagés dans notre projet et que c'est même grâce à elles qu'on a été au courant de projets qui avaient lieu dans d'autres directions au niveau du CIS, qui nous en ont informés, qui nous a permis de faire des partenariats avec ces autres directions et équipes dans le CIS qui avaient des intérêts à travailler sur le diabète. Donc, concernant la trajectoire communautaire, de manière assez similaire, on a eu aussi une démarche en plusieurs étapes avec des cycles de co-construction qui nous ont permis en fait de commencer le projet parce que initialement, donc au début de la pandémie, on était au tout début de notre approche qui partait donc de l'approche de gestion de cas pour pouvoir tranquillement commencer notre recrutement de personnes diabétiques. Et donc, toute l'approche au niveau communautaire devait se faire dans un deuxième temps qui n'a pas pu commencer au tout début de la pandémie. Donc, pour nous, la pandémie a été un moyen de pouvoir aussi débuter cette approche-là, mais surtout de la repenser, puis en partenariat avec nos patients partenaires, comme mentionnait Brigitte juste avant, Micheline et Huguette, qui sont nos deux patientes partenaires dans le cadre de nos projets, ont été très proactives pour nous aider aussi à réfléchir en dehors de la boîte
et nous aider à trouver des solutions qui nous ont permis d'avancer, des petits pas à la fois, mais qui nous ont vraiment permis de pouvoir aller vers des directions, en tous les cas, qui permettaient de répondre aux besoins des personnes diabétiques qu'elles représentaient. Donc, notre premier cycle d'action pour débuter l'approche de la trajectoire communautaire a été, dans un premier temps, en fait, d'identifier les ressources communautaires. Puis cet enjeu-là a été d'abord soulevé par Micheline et Huguette. Puis à ce moment-là, on était en août 2021, donc bien ancré dans la pandémie, avec un moment où l'accès aux ressources était plus limité pour les personnes diabétiques, du moins avec des informations qui circulaient à différents niveaux. Et donc, ça a été un enjeu, en fait, de déjà pouvoir identifier quelles ressources communautaires étaient présentes, sachant que les informations étaient plus limitées à ce sujet-là, puis notamment l'accès aussi aux différents organismes était plus limité, ne serait-ce qu'il y avait eu la fermeture de certaines ressources ou moins d'informations qui circulaient. Donc, Micheline a eu l'idée de débuter un bottin des ressources en partant avec l'idée de pouvoir faire en fait, un scan environnemental des ressources existantes sur le territoire de Laval, puis nous revenir avec l'ensemble des services qui pourraient être pertinents pour les personnes diabétiques. Donc, de cette initiative-là est née tout d'abord une première prise de contact avec Sylvie Poirier, la directrice générale de Diabète Laval, qui donc a été tout d'abord en contact avec Micheline, puis ensuite avec l'équipe de projet, qui a accepté de collaborer avec nous au projet Soins Diabète et de pouvoir intégrer cette aventure. Et une des deuxièmes retombées principales de cette initiative a été de créer un comité des bottins des ressources pour pouvoir officialiser un endroit où on allait collecter l'ensemble des ressources qui étaient accessibles aux personnes diabétiques. La deuxième étape a été de pouvoir identifier, donc là on était je pense qu'il y a, je m'excuse. La deuxième étape, ça a été en octobre 2021, donc quelques mois après cette initiative, a été de pouvoir nommer, donc après avoir identifié notre partenaire communautaire, c'était de nommer le fait qu'il n'y avait pas de pont établi nécessairement entre le système de santé et les services offerts aux personnes diabétiques dans la communauté. Et donc, nous avons eu une étape préalable qui était initialement décrite dans le protocole de recherche, de consulter les travailleurs sociaux des 2 GMFU impliqués et partenaires du projet. De cette consultation-là est née une révision en fait de notre modèle initial qui a été de dire que les travailleurs sociaux étaient d'excellents en fait partenaires au niveau intra-GMF, mais que probablement la solution devait se dessiner avec et pour les patients dans le cadre de ce pont-là, puis notamment avec les milieux communautaires, puis peut-être avec une approche aussi centrée autour de la gestion de cas représentée par notre infirmière clinicienne dans ce modèle-ci, mais qui pourrait être aussi réfléchi avec d'autres professionnels. Et donc, nous avons eu une révision du modèle qui était de dire que nous allons établir ce pont directement depuis ce modèle central, donc à la fois de la personne diabétique et de son gestionnaire de cas. Et le centre d'excellence du partenariat patient a été aussi pour nous un consultant que nous avons pu avoir pour réfléchir aussi à ce réajustement de trajectoire, puis qui nous a aidés pour notamment trouver des solutions, puis continuer à avancer dans nos différents cycles de co-construction de cette trajectoire. La troisième étape, donc vous voyez, on a eu du temps en fait, qui s'est écoulé entre octobre 2021 puis juin 2022, tout simplement parce que, comme Brigitte le mentionnait, la pandémie a été un moment aussi où on a respecté sur le territoire de Laval la situation que les cliniciens vivaient et bien évidemment de l'indisponibilité qu'ils avaient à être sollicités dans le cadre d'un projet qui se voulait réfléchir à une réorganisation des soins et services pour la personne diabétique, tout simplement parce qu'il y a eu une grande mobilisation de la part des professionnels, du délestage de nos infirmières qui
qui étaient des partenaires donc initiales qu'on avait sollicités au tout début de l'implantation de cette trajectoire. Et puis, les gestionnaires présents puis collaborateurs de ce projet ont aussi beaucoup changé. Donc, on a dû s'adapter en fait, à l'ensemble de ce mouvement-là pour nous amener finalement en juin 2022 où nous avons pu repartir cette initiative de trajectoire communautaire avec un premier enjeu qui était de se dire que à la sortie, je me mets entre guillemets parce que bien évidemment la COVID-19 fait partie aujourd'hui de nos vies, mais après 2 ans de pandémie, on a eu en tous les cas une demande qui a émané des milieux de dire que pour pouvoir répondre puis réfléchir à des soins élargis pour la personne diabétique, puis notamment dans ce modèle de trajectoire de soins et services adopté par l'ensemble des partenaires. L'idée était de pouvoir clarifier l'offre de services. Et donc, pour ça, nous avons réuni tout l'ensemble de nos partenaires, donc les milieux cliniques, les gestionnaires, la directrice générale Diabète Laval. On a eu Cynthia Brunet comme organisatrice communautaire qui s'est assise aussi avec nous, nos patients partenaires, l'équipe de recherche, pour finalement identifier une priorité commune de se dire qu'il faudrait un outil pour pouvoir référer les patients. Et donc, de ce cycle-là est né un comité formulaire de référence vers l'organisation communautaire Diabète Laval pour pouvoir référer officiellement les personnes diabétiques depuis le milieu clinique vers la communauté. Et donc, ce formulaire-là est actuellement actif dans nos 2 GMFU et en cours de déploiement actuellement. Donc, nous avons bien hâte de pouvoir collecter les premières données, puis peut-être vous partager dans un temps futur les résultats de cette intervention, mais qui est actuellement en cours pour pouvoir référer les patients. Le 4e cycle, le 4e enjeu a été de définir la pérennité du projet comme un besoin des milieux cliniques. Puis notamment, on a réuni à nouveau l'ensemble de ces partenaires en grand comité pour réfléchir à la continuité du projet et au soutien des équipes. Et donc, de cette initiative-là est née une volonté de continuer de s'engager ensemble pour pouvoir prolonger cette intervention. Et aussi est né un besoin et une volonté de pouvoir s'engager en partenariat intersectoriel avec l'ensemble des partenaires réunis autour de la table. Et la dernière étape, toute récente, donc le mois passé, on a à nouveau réuni l'ensemble des acteurs pour réfléchir à une volonté qui était priorisée en novembre dernier, qui était de pouvoir mettre sur pied un comité intersectoriel qui est actuellement en cours de réflexion avec l'ensemble des partenaires. Et donc, en mars dernier, nos 2 gestionnaires des 2 GMFU partenaires ont invité l'ensemble des participants à réfléchir aux objectifs de ce comité, à un mandat, puis aux modalités que pourrait prendre cette approche-là, qui donc là, et l'ensemble de ces résultats-là sont en cours d'analyse, et on réunira à nouveau nos partenaires en juin pour avoir une continuité de cette intervention. Très rapidement, donc, 2 effets de l'implantation de la trajectoire communautaire, c'est qu'on a documenté la perception des participants à la mise en œuvre de cette intervention qui est en cours d'analyse et dont on espère vous partager les résultats très prochainement. Et un plan de communication est aussi actuellement en cours, soutenu par Aurélie Ponton, notre partenaire externe, et Jacinthe, qui nous aide aussi dans ces étapes de travaux. Enfin, donc, juste vous partager notre point de discussion qu'on a eu avec Brigitte, notamment sur quels ont été finalement les enjeux pour nous d'implanter une trajectoire de soins et services dans le contexte de la pandémie. Donc, les barrières nommées, c'est la pandémie elle-même avec tous les aléas que ça a eu. Comme on a nommé précédemment, l'instabilité du personnel, les manques de professionnels, puis la vision initialement en silo des soins ont été des facteurs limitants au départ, donc pour pouvoir implanter cette trajectoire-là, mais de ces éléments identifiés, on a pu finalement trouver des solutions pour pouvoir rebondir puis mettre en place notre trajectoire de soins et services. Et ce qui a facilité cette approche-là, c'est la présence de nos usagères partenaires, mais moi je dirais aussi de l'ensemble de tous les partenaires de projet qui tous avec leur rôle ont pu contribuer donc à identifier les différents enjeux puis à faciliter aussi différents aspects par rapport
à l'implantation de cette trajectoire. L'adhésion aussi de notre organisation communautaire Diabète Laval, qui a été un grand atout pour pouvoir aussi avancer dans cette étape-là. Cynthia Brunet aussi, qu'on remercie pour toute sa présence, puis aussi ses liens établis, et puis nous aider aussi à traduire, puis comprendre tous les aspects de la santé populationnelle pour penser à la santé individuelle dans le cadre de cette trajectoire. La recherche-action participative nous a permis d'être agile, et enfin, l'action en partenariat intersectoriel a été aussi un facteur clé pour pouvoir nous aider à réfléchir en dehors de la boîte, puis à trouver des solutions pour les personnes diabétiques. Donc, en conclusion, Soins Diabète, c'est un processus de transformation des pratiques qui s'adapte en continu aux pratiques et aux données probantes. L'originalité de notre trajectoire est que c'est développé selon 4 axes, avec un axe qui à la fois soutient le développement professionnel, un axe qui soutient l'amélioration continue de la qualité, tout en intégrant les processus de soins à la fois axés sur la communauté et sur les soins de la personne. C'est une trajectoire qui se veut en fait soutenir un changement de culture organisationnelle. Et enfin, apprendre à soigner ensemble, c'est intégrer finalement des ressources de la communauté dans le parcours de vie des personnes qui vivent avec le diabète de type 2 pour viser une approche de santé globale, puis une vision plus holistique des soins offerts aux personnes diabétiques. Super. Merci Géraldine, merci Brigitte. Si vous avez des questions, c'est maintenant le moment de les poser. Donc, vous pouvez soit dans l'espace de questions-réponses, soit dans l'espace de discussion. Mais en attendant, moi, j'avais une question. J'étais curieuse à savoir, tu sais, au niveau de l'évaluation de la perception des participants, est-ce qu'on a déjà quelque chose, des petites conclusions ou au moins une petite idée de comment est-ce que ça a été reçu, ou on n'est pas encore rendu assez loin dans les analyses? Je veux un scoop! Je pense que ce qui est vraiment intéressant, on a fait des entrevues avec quelques acteurs clés qui ont collaboré à notre projet. Puis je pense que ce qui est intéressant, c'est de se dire, au fond, on avait développé au départ cette trajectoire-là avec une perspective vraiment de soins intégrés. Puis au fond, ce qu'on se rend compte, c'est que je pense que la promotion de cette vision-là a aidé justement à mieux comprendre, sensibiliser l'ensemble des professionnels, des gestionnaires, de nos partenaires au fait que le diabète, c'est une maladie avec laquelle on doit vivre et s'adapter pendant plusieurs années. Donc, notre trajectoire doit être adaptée au parcours de la personne, mais tout au long de son processus de gestion avec la maladie chronique. Donc, pas seulement au début lorsqu'elle a le diagnostic. Puis, deuxièmement, de voir justement là, les interactions qui existent entre les différents services qui sont offerts au niveau du CIS, puis dans la communauté, puis comment de reconnaître les besoins qu'ont les individus, que ces services-là soient mieux intégrés. Fait que ça, je pense que c'est un des résultats qu'on a où on a réussi à aider les gens à adopter cette perspective-là. Est-ce qu'éventuellement... Oui, excuse-moi, vas-y, Géraldine. Non, en fait, pour compléter aussi ce que nomme Brigitte, c'est que un des éléments qui ressort, en fait, c'est qu'on a réuni, donc, en effet, différents partenaires de différents milieux, et on s'aperçoit finalement que le diabète, en fait, est perçu différemment par ces acteurs, mais que l'engagement qu'il y a eu à travers notamment les différents cycles qu'on présentait, puis tout ce travail de co-construction, d'approche, de consultation, de validation, a permis en fait d'engager progressivement tous les acteurs vers une vision commune. C'est qu'en fait, on s'apercevait qu'il y avait plusieurs traductions, plusieurs modalités ou plusieurs façons de parler du diabète, mais que finalement, au fur et à mesure là, de nos différentes tables de travail, puis nos différents comités, on s'aperçoit qu'il y a vraiment un engagement commun de vouloir faire mieux pour les personnes diabétiques. Puis ça, c'est quelque chose qui ressort avec une vraie volonté de vouloir aller plus loin, puis de travailler ensemble. Et probablement que ça, c'est aussi
en tous les cas, de ma perception puis de mon observation, quelque part un élément d'espoir avec tout ce qu'on a vécu avec la pandémie, de se dire que des perceptions communes peuvent être partagées pour aller plus loin. Puis c'est ce qui ressort en tous les cas récemment du travail de mise en commun de l'ensemble des acteurs dans le cadre de ce projet. Je pense que, tu sais, je vais témoigner parce que je vous vois aller, mais on ne cherche pas l'uniformisation non plus des perceptions. On cherche le partage et la co-construction et de travailler ensemble vers quelque chose et non juste de uniformiser la façon de faire ou la perception. Donc, c'est quand même très intéressant. Je vais juste poursuivre. Là, j'ai une question qui est rentrée, mais je vais juste poursuivre dans l'évaluation de la perception des participants à la mise en œuvre. Ça, c'est ce qui est fait là, mais éventuellement, est-ce qu'on va aller vers l'utilisateur, vers l'usager, le patient, sur comment il accueille cette trajectoire-là, comment il est en mesure de l'utiliser? Au départ, c'était vraiment ça qu'on voulait faire. Puis en fait, on recrutait au fond des patients de nos 2 GMFU à participer à notre projet pour qu'on puisse justement collecter des données auprès d'eux. Là, en revenant de la pandémie, on a été obligé de modifier notre stratégie parce que les professionnels nous disaient que ils se sentaient pas comme capables de poursuivre le recrutement. Donc, c'était une tâche un petit peu trop difficile là, à reprendre. Fait qu'on va voir, mais on va avoir des stratégies quand même qu'on peut avoir pour monitorer justement le niveau d'implantation de la trajectoire. Puis, on pourrait voir si au cours par exemple, des 6 derniers mois d'implantation, si on pourrait reprendre un peu du recrutement pour aller chercher la perspective des patients. Donc, ça détermine. Super. J'ai une question. Bravo pour votre projet. Dans quelle mesure est-ce que le changement de culture qui s'est opéré dans le cadre de votre projet vous apparaît suffisamment solide pour se poursuivre et être pérenne après la fin de votre projet? Un des éléments, c'est que c'est les participants qui le nomment eux-mêmes. Donc, ça, c'est peut-être encore précoce. Puis, on sait que c'est prometteur. On n'a pas encore peut-être toutes les données pour dire que oui, c'est sûr, puis que c'est définitif. Mais l'engagement qu'on a de l'ensemble des participants, puis comme je nomme, c'est tant au niveau des gestionnaires que des professionnels, des patients partenaires, l'organisatrice communautaire, l'organisation communautaire qui est avec nous, réunir plus d'une vingtaine de personnes autour d'une table pour pouvoir travailler ensemble sur une vision commune. Puis ça, depuis qu'on a repris le projet, depuis mai 2022, pour moi, c'est un argument qui me porte à croire, en tous les cas, qu'il y a une volonté de pouvoir pérenniser cette approche-là, puis de pouvoir continuer, en tous les cas, à travailler sur cet aspect-là. C'est sûr que ça va encore nécessiter du travail, des ajustements, mais pour moi, ce qui est l'essence même de vouloir déjà travailler ensemble, de s'engager, puis on a eu cette confirmation-là de la part des participants et déjà pour moi une première piste solide de pouvoir poursuivre cette intervention. Super. Je pense qu'un des défis qu'on a eu à relever, c'était la perception que les gens avaient de la recherche. Donc, au début, les gens voulaient nous aider à faire notre projet de recherche. Puis nous, en fait, on était dans un mode de recherche-action participative, donc de convaincre les gens que c'était nous qui étions là pour les aider et non pas eux qui nous référaient des participants à la recherche, mais nous qui les accompagnions dans le processus de changement. Et là, ça, c'est une des transformations, je pense qu'on a réussi un peu à mettre en place, puis que pendant la prochaine année, là, on va continuer, mais c'est vraiment d'être là en soutien, mais que des changements qui sont faits ne sont pas faits pour la recherche, mais vraiment pour le milieu, et que ça soit justement pris en main par les gens du milieu. C'est un modèle de recherche qui est effectivement différent de ce qu'on a l'habitude d'accueillir sur le milieu où généralement on a comme un protocole déjà monté, comme un peu une commande qui est passée aux intervenants ou aux professionnels. On cherche tel type de participants. Fait que là, on est plus dans un accompagnement d'une implantation qui les implique beaucoup
plus, mais qu'au final, c'est eux qui en bénéficient. C'est moins commun, et c'est différent, mais je pense que d'un point de vue d'intégration ou de pérennisation d'un changement de pratique, c'est plus efficace, là, à mon avis, là. Puis pour compléter justement à ce qui est nommé, c'est que justement, comme nomme Brigitte, c'est qu'on n'est pas dans un projet de recherche, mais dans un projet de transformation des pratiques. Et je pense que l'attitude, en tous les cas, qu'on a avec l'ensemble de nos partenaires se veut être vraiment dans une approche collaborative et de co-construction, et c'est ce qui ressort. Et c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir justement contribuer à ce changement, le mettre en place en vue d'une pérennité qui vraiment est à la demande des participants et non pas à notre demande. Donc, je pense que ça, c'est ce qui fait vraiment la différence pour pouvoir s'ancrer, puis dire qu'il y a une perspective, en tous les cas, d'amener ça plus loin qu'un simple projet de recherche. J'ai une autre question, avant que Brigitte, tu voulais rajouter quelque chose? Parfait. Une autre question. À partir de vos apprentissages, quels conseils pourriez-vous nous partager pour inclure de manière gagnante le volet communautaire comme partie prenante d'un projet similaire? Moi, je dirais une première étape, en fait, c'est d'apprendre à se connaître. Puis, je pense que dans des moments, en tous les cas, dans lesquels on vit actuellement, tout va très vite. On a la technologie, on pense accéder à l'information très rapidement. Mais déjà, de prendre le temps de s'asseoir avec le milieu communautaire, peut-être qui pourrait sembler pertinent pour une intervention, dans le sens où on travaille sur quelque chose en commun, avec des perspectives en commun, puis un partage de vision aussi commune. Ça, je pense que c'est important à valider, mais avec toute une approche initiale de apprenons-nous à nous connaître, asseyons-nous ensemble pour échanger nos différents parcours, d'où on vient, qu'est-ce qu'on veut échanger, puis quelle vision on souhaite partager. Puis ça ne paraît pas grand-chose comme conseil, mais c'est essentiel pour pouvoir travailler ensemble, puis réussir à co-construire ensemble. Parce que si on n'a pas ces éléments-là initiaux, on peut juste être dans une approche de terrain où chacun amène ses idées, mais sans les partager, puis les mettre en commun. Donc, pour moi, c'est vraiment le conseil que je nommerais vraiment comme le conseil principal pour pouvoir avoir ces conditions gagnantes. Brigitte, veux-tu compléter? Et moi, je pense qu'on a une chance incroyable aussi actuellement dans le projet de collaborer avec Diabète Laval, là, qui est un organisme communautaire très, très dynamique, qui a une offre de services qui est bien organisée, puis tout ça. Donc, je pense qu'on profite beaucoup de ça dans notre projet. Mais comme le souligne Géraldine, moi, je dois avouer qu'au départ, quand on a invité des gens de la clinique à aller expérimenter, à aller voir dans l'organisme communautaire, à aller dans le milieu, je pense que c'est vraiment une bonne stratégie, puis de les inviter à nos activités aussi. Donc, il faut vraiment créer des opportunités de partenariat, puis de créer, comme le mentionnait Géraldine, des liens de confiance. Donc, je pense que c'est ça qui va faire en sorte aussi que ces collaborations-là vont pouvoir être pérennes. Puis, un conseil très, très basique, c'est que dans un contexte de pandémie, avec des masques, tout à distance, des Teams, des Zooms, tout, on n'a pas hésité à refaire des événements en présence, puis à se présenter une première fois. Ça fait une différence aussi dans les liens qu'on crée avec les individus, parce qu'on ne peut pas s'en passer, et ça me semble essentiel pour justement établir ce lien de confiance et pouvoir avancer ensemble. Parfait. Merci, mesdames.